Bruno Retailleau, votre réaction à ce départ surprise d'Alain Juppé qu'on a appris donc hier soir? Ah, c'est une surprise parce que on le savait attaché à Bordeaux et donc je crois que personne n'imaginait dans les nominations au Conseil constitutionnel son nom, mais c'est un bon choix évidemment. Mmh. Et d'ailleurs je me félicite puisque actuellement la mode est au trio. On a, je trouve, avec Alain Juppé, avec Jacques Mézard, avec aussi François Pillet, trois hommes qui sont très différents, mais trois valeurs sûres, je crois, pour le Conseil constitutionnel. Je suis heureux d'ailleurs qu'il y ait deux sénateurs, mais que aussi avec Alain Juppé, on portera, je crois, une forme de territorialisme. En tout cas, je sais que ce sont des hommes qui sont très attachés à la France et à tous ses territoires. Et ils sont attachés aussi à notre Constitution. Et ce sont d'excellents choix pour tous les trois. Une forte représentation du Sénat, donc c'est aussi une façon pour Emmanuel Macron de verrouiller le soutien d'Alain Juppé en vue des prochaines échéances électorales. Non, 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 c'est Il n'y a aucune manœuvre politique derrière. Écoutez, c'est plutôt l'inverse. Non, j'imagine que le seul choix qui a guidé la décision, c'est la garantie pour la constitutionnalité de nos lois. Maintenant, si justement il devait y avoir eu un choix politique, il n'aurait pas nommé Alain Juppé pour le laisser la parole libre pour soutenir éventuellement telle ou telle liste au moment des européennes. On va continuer avec vous à dérouler tous les titres de l'actualité ce matin. Dans l'actualité au Sénat cette semaine, l'Église catholique face aux crimes pédophiles, la mission d'information sur les crimes sexuels sur mineurs, a entendu la conférence des évêques de France. Leur porte-parole reconnaît un certain aveuglement, mais il refuse le terme d'omerta. C'est un sujet de Sandra Cerquera. Il refuse de parler d'omerta, mais reconnaît de l'aveuglement et du déni vis-à-vis des abus sexuels commis par des membres du clergé. Monseigneur Ribado-Dumas, auditionné hier par la mission d'information du Sénat, a tenu à reconnaître la responsabilité des évêques dans les actes pédocriminels. Dans le fait de ne pas les avoir traités correctement, dans le fait d'avoir été sourds aux cris des victimes, et en même temps notre détermination à ce que demain, aujourd'hui même, mais demain, il n'y ait plus ces actes-là. Et donc que toutes les actions que nous menons aujourd'hui et que nous mènerons dans l'avenir servent pour qu'il n'y ait plus de pédocriminalité au sein de l'Église catholique et que nous collaborions au fait qu'il n'y en ait plus au cœur de la société française. Les sénateurs disent avoir apprécié la franchise des interventions et saluent une véritable prise de conscience. Ils ont répondu sans tabou. C'est la première fois, c'est vrai, que j'entends des évêques parler de sexualité, parler de formation des séminaristes, parler de choses qui jusqu'à présent étaient plutôt tues dans l'Église, et avec une vraie conscience des victimes et de leur drame. La conférence des évêques a décidé de mettre en place une commission d'enquête indépendante, présidée par Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d'État. Et nous ne souhaitons en aucun cas nous substituer à la justice ou concurrencer la justice. En revanche, nous, ce qui nous est demandé, c'est de faire un point global de situation. Les différents cas d'abus sur mineurs depuis 1950 vont être étudiés. La commission réunit des experts de plusieurs disciplines, même si certaines victimes regrettent de ne pas y être représentées. Elle rendra un rapport d'ici 2 ans. Bruno Retailleau, cette mission a été difficile à mettre en place. Les sénateurs, la droite sénatoriale, ont refusé que le champ de cette mission soit restreint à l'Église catholique. Est-ce que les sénateurs ont voulu protéger l'Église ? Non, nous nous sommes expliqués sur ce choix. Ça n'est pas vis-à-vis de l'Église que ce choix s'est opéré. C'est vis-à-vis justement de la loi française qui ne nous permettait pas de créer une commission d'enquête uniquement sur ce sujet. Parce que les commissions d'enquête obéissent à des règles constitutionnelles très précises. Alors, est-ce que c'est parce que certains voulaient, entre guillemets, se payer l'Église qu'il fallait enfreindre ces lois? Non, ce qui nous guide, nous, c'est encore une fois la loi. Par contre, ce que nous avons voulu faire, c'est lancer néanmoins une mission d'information qui vise l'ensemble des institutions qui sont au contact avec la jeunesse. Et moi, je me réjouis, en tout cas, que l'Église ait pris aujourd'hui, la mesure de ce problème. Elle l'avait prise déjà du temps de Benoît XVI et puis du pape actuel, du pape François. Je trouve que la commission d'enquête qu'elle a souhaité diligenter et qui est présidée par Jean-Marc Sauvé, dont personne n'a contesté d'ailleurs la nomination, c'est un très haut personnage en matière de droit puisqu'il était vice-président
président du Conseil d'État, je pense que c'est une bonne chose et j'espère d'ailleurs que notre mission va permettre à l'Église, mais aussi à toutes les autres institutions, l'éducation nationale, des fédérations sportives qui ont pu connaître des problèmes graves vis-à-vis de la pédophilie, de faire le point pour faire en sorte que ce genre de choses puisse ne pas se reproduire. Bruno Retailleau, 5 églises ont été vandalisées cette semaine en France. Laurent Wauquiez dénonce une christianophobie. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous reprendriez ce terme? Est-ce qu'il faut protéger les églises aujourd'hui en France, dans le climat actuel? En tout cas, il faut voir les choses en face. Il faut les nommer. Cette semaine, on a eu deux événements qui sont particulièrement graves. La montée de l'antisémitisme, plus 74%, c'est le ministre Castaner qui nous a indiqué des actes antisémites. Et aussi, depuis 15 jours, des églises qui sont profanées, qui sont vandalisées. Et sur un peu plus de 900 actes qui touchent des lieux de culte, c'est 800 églises, je crois. C'est vraiment la grande Mais il faut majorité. protéger les églises aujourd'hui en France? On ne peut pas protéger toutes les églises. Non, il faut nommer les choses. Moi, je pense que d'abord, la première observation que je veux faire, notre société entre dans une période d'ensauvagement où la violence semble se libérer. Il faut y faire très attention. La concorde civile, le fait que les Français s'aiment entre eux, qu'ils sont un seul peuple, qui vit en paix, je pense que ça, c'est fondamental. La deuxième chose, il faut désigner. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un certain nombre de groupuscules ultra, alors c'est particulièrement vrai pour l'antisémitisme, ultra-gauche, avec des relents d'antisionisme, liés notamment à la situation israélo-palestinienne. Une autre partie, l'ultra-droite, avec des relents de néonazisme. Et puis aussi, il faut bien dire, la radicalisation de l'islamisme. Et tout ça crée, je trouve, un grand trouble et perturbe un certain nombre d'esprits faibles. Hannah Arendt avait l'habitude de dire que c'est dans le vide de la pensée que s'enracine le mal. Parler de la banalité du mal. Alors oui, c'était un autre, oui, au procès d'Eichmann. Mais je pense que tout ça est très préoccupant. Et si je mets en parallèle l'antisémitisme avec ces actes de profanation et de vandalisme, c'est que ça nous offre un phénomène de violence qui est très préoccupant. Il faut le nommer, il faut nommer les causes pour les combattre. C'est Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, qui est notre invité politique ce matin dans cette partie-là de l'émission. On va revenir à vous tout à l'heure, Bruno Retailleau. Mais est-ce que Alexandre Benalla a menti devant le Sénat? C'est la question qu'il y a dans l'actualité ce matin. C'est la question posée après les dernières révélations. On apprend qu'Alexandre Benalla a bien négocié des contrats avec des oligarques russes alors qu'il était bien en poste à l'Élysée. Ces révélations provoquent la colère des sénateurs car il avait affirmé le contraire devant la commission d'enquête sénatoriale. Il avait affirmé cela sous serment. C'est un sujet de Quentin Calmet. D'après le Canard enchaîné publié aujourd'hui, Alexandre Benalla est convoqué chez les juges le 19 février prochain. Des magistrats qui pourraient bientôt être saisis d'un nouveau volet dans l'affaire, car l'ancien chargé de mission est suspecté d'avoir menti aux sénateurs. Au cœur de ces soupçons de parjure, les contrats noués par Alexandre Benalla avec des oligarques russes, des missions de sécurité privée pour le compte d'Iskander Mahmoudov, un proche de Vladimir Poutine. Et pourtant, Alexandre Benalla avait affirmé devant le Sénat sous serment ne pas connaître l'existence de ces oligarques. Je voulais vous demander si vous connaissiez M. Iskander Mahmoudov. Je ne connais pas cette personne, mis à part à travers la presse, je ne l'ai jamais rencontré. De son côté, la commission d'enquête parlementaire du Sénat reste prudente sur un éventuel parjure. Elle rendra ses conclusions en même temps que son rapport, attendu prochainement. Il nous a menti. En tout cas, la commission en décidera. Mais manifestement, il nous a menti, et sûrement pas qu'une seule fois. Donc on va prospecter en la matière. Si nous sommes intimement convaincus qu'il y a eu mensonge, en tout cas ça c'est mon intime conviction personnelle, nous devons demander à la justice de sanctionner M. Benalla. Pour Fabrice Arfi, journaliste à l'origine des révélations, Alexandre Benalla a bien menti à de nombreuses reprises devant le Sénat. On l'entend dans les enregistrements révélés par Mediapart et d'Alexandre Benalla et de Vincent Crasse que la police puisse mettre la main sur le contrat russe qu'il faut absolument cacher. Alors on change le montage financier, on crée une nouvelle société qui est dirigée par qui en sous-main? Par Alexandre Benalla. Et puis quelques semaines plus tard, un nouveau contrat. Et bien devant les sénateurs, M. Benalla, droit dans ses bottes, a dit qu'il n'avait rien à voir avec aucun contrat russe. C'est faux. En cas de parjure avérée, Alexandre Benalla risquerait 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Bruno Retailleau, à votre sens, il y a eu parjure. Est-ce que le Sénat doit saisir, la justice doit saisir le parquet, doit faire un signalement au parquet?
Qu'il y ait eu parjure, c'est une évidence. Et désormais, cette décision, la question que vous me posez, ne m'appartient pas. Elle appartient à la commission présidée par Philippe Bas. C'est elle qui devra, dans quelques jours, prendre la décision. Mais juste une réflexion. Cette affaire montre que le Sénat est indispensable. Imaginez qu'il n'y ait pas eu le Sénat, la commission d'enquête du Sénat. Eh bien, M. Benalla serait toujours à l'Élysée. Vraisemblablement, en tout cas, M. Benalla, qui était au cœur du pouvoir, avait traité l'an dernier avec 5 chefs d'État africains. Il a rencontré avec des passeports diplomatiques 5 chefs d'État africains. C'est incroyable. Et il était en lien avec une puissance étrangère, alors même qu'il était donc dans cet entourage de l'Élysée. C'est consternant parce que ça touche le cœur de la République. Jusqu'où ça va aller quand on voit touche la sécurité de l'État, qui est un proche conseiller d'Emmanuel Macron, va quitter l'Élysée. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va s'arrêter cette affaire? Je ne peux pas dire simplement ce que je veux dire sur le parjure. C'est que le Sénat, là aussi, a des règles. Et on ne les applique pas en fonction des visages. Nous avons fait condamner un professeur de médecine, il y a plusieurs mois, parce qu'il avait été parjure, parce qu'il avait commis un mensonge devant une commission d'enquête. Donc, à chaque fois, nous essayons de respecter les règles, de respecter, en réalité, l'ordonnance et la loi. Bruno Retailleau, une question. Est-ce qu'il n'y a pas au fond un décalage par rapport aux vraies préoccupations des Français aujourd'hui? Vous le savez, le pouvoir d'achat, les commerçants qui ont des difficultés, etc. Cette affaire Benalla, est-ce que ça ne dure pas trop? Est-ce que vous ne pensez pas que le Sénat peut apparaître comme étant décalé par rapport aux désirs des gens aujourd'hui? Non, je pense que c'est l'inverse. Je pense que ce que ne supportent plus les gens, c'est qu'il y a une petite élite qui s'extrait en réalité du bien commun, des règles communes. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Il y a eu sentiment de la part de cet individu une forme, comment dirais-je, de syndrome de toute puissance. On s'est cru autorisé à tout. Eh bien non, y compris lorsque on est au château, à l'Élysée, au palais de l'Élysée, eh bien on est tenu par les règles de la République. Et ce que devra faire la commission, c'est pas seulement déterminer si elle doit saisir le procureur pour les agissements, d'ailleurs, c'est pas elle, ça passe par le bureau du Sénat, voilà. Mais c'est elle qui initie, qui déclenche le mouvement. Mais ça sera aussi de faire des propositions pour que ce genre d'affaires ne puisse plus se représenter, pour ne pas mettre un président de la République, quel qu'il soit, en situation de faiblesse vis-à-vis de son entourage. La sécurité du président de la République, c'est pas la sécurité d'une personne, c'est la sécurité nationale. Et croyez-moi, si c'était aux États-Unis, cette affaire-là aurait fait encore beaucoup plus de bruit. Bruno Retailleau, on va s'en en Occitanie. Nous attend Ludovic Brimboeuf, qui est en duplex et en direct de Toulouse, avec Via Occitanie, la chaîne partenaire TNT de cette émission. Il a une question à vous poser, et vous allez y répondre. Ludovic. Oui, bonjour monsieur. Une question économique. On a assisté il y a 2 jours à un débat propre à la CCI d'Occitanie. Une des premières doléances était toute simple, c'était justement que ces remarques ne restent pas au fin fond d'un tiroir. Ça, c'était important, ils ont vraiment tenu à nous le signaler. Et puis dans d'autres réunions, toujours propres au CCI, à Castres récemment, il y avait un point commun qui est revenu, c'était que les maires des communes deviennent ou redeviennent un interlocuteur privilégié. Est-ce que vous êtes sensible à cette doléance ? Évidemment, parce que le Sénat, vous savez, on est les ambassadeurs des territoires. Et moi, je trouve que depuis plusieurs mois, malheureusement, ça fait partie du malaise. Les maires, notamment les élus, mais aussi, vous savez, d'autres corps intermédiaires, par exemple les CCI, les chambres des métiers, les chambres d'agriculture, se sont sentis méprisés. Ce qui tient la trame française, ce sont les maires. Or, jamais il y a eu autant d'émissions de maires et d'adjoints. Jamais, sans doute, il y a aussi peu de maires qui vont se représenter. Beaucoup vont poser le pactage parce qu'ils sont totalement découragés. Ils ne sont pas découragés parce que nos concitoyens sont plus difficiles. Parfois, c'est le cas. Ils sont découragés parce qu'il y a ce sentiment de déconsidération. Souvenez-vous de l'opération #BalanceTonMaire, où on a voulu jeter en pâture les élus à l'opinion publique. Et moi, je pense que demain, la France de demain, c'est la France des territoires. J'ai été président de l'intercommunalité, président de département, président de région. Je suis certain qu'il faut des grandes métropoles, évidemment. Mais la France, ça n'est pas que les seules grandes métropoles. 50% des Français vivent dans des grandes métropoles et beaucoup d'autres vivent dans des communes de moins de 10 000 habitants. Donc moi, c'est une conviction que nous portons. Et puis institutionnellement, le Sénat, Gambetta disait c'est la chambre des communes. Non, c'est désormais la chambre des territoires. Bruno Retailleau, ils ne sont plus que 56%, la moitié des Français, à soutenir le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous avez le sentiment que l'opinion est en train de basculer ? L'opinion. C'est un point de bascule de la crise. En réalité, depuis le départ, il y a eu un très fort soutien. Pourquoi ? Parce que, à l'origine, les Gilets jaunes, c'est la France qui travaille.
Et beaucoup de Français ne veulent pas manifester, et donc manifestaient par procuration. Mais on a bien vu que au fil des actes 10, 12, etc., la violence a émergé et ce mouvement a été récupéré, d'une part, par les cagoules noires, pas par les gilets jaunes, par les cagoules noires. Et moi, je ne confonds pas les gilets jaunes, notamment de province, sur nos ronds-points, et les cagoules noires des centres-villes. Il a été récupéré aussi par les professionnels de l'agit-prop, qui ont fait dévier totalement un mouvement qui exprimait un ras-le-bol fiscal. Et aujourd'hui, de temps en temps, on entend « non, il faut plus d'impôts ». Il y a une dérive totale. Juste un mot sur, vous parlez des cagoules noires, sur les casseurs. Dans la loi anti-casseurs qui vient d'être votée à l'Assemblée, vous êtes bien sûr à l'origine de cette loi, est inscrit le principe du casseur-payeur. On entend de plus en plus, depuis plusieurs jours, les maires qui disent c'est à l'État de nous aider, les dégradations sont trop importantes, on ne peut pas les assumer, au nom de la solidarité nationale, aidez-nous. Est-ce que c'est à l'État de payer? Est-ce que c'est aux casseurs de payer? Qui doit payer dans ces dégradations importantes? Évidemment, voilà. Dans la question, vous avez la réponse. Moi, ce texte de loi, il avait un volet donc à la fois préventif pour qu'on puisse interdire de manifester ceux qui troublent vraiment gravement l'ordre public. Regardez ce qui s'est passé samedi avec ce Thomas qui a commencé au boulevard Saint-Michel et il a fait une trentaine de dégradations importantes et ça s'est terminé en brûlant la voiture Sentinelle. Il était fiché S. C'était quelqu'un qui était connu de la police judiciaire. Moi, ce sont ces gens-là. Il avait bien sûr une cagoule noire. Ce sont ces gens-là que je veux absolument mettre hors d'état de nuire parce que c'est eux qui violent le principe constitutionnel de manifester pacifiquement. Voilà, donc je pense que ça n'est pas à l'État de payer, c'est aux casseurs. Il faut aller les rechercher, il faut évidemment les éloigner des manifestations, mais en même temps, lorsqu'ils sont cagoulés, lorsqu'ils veulent dissimuler leur visage pour se soustraire à la justice, non, il faut créer un outil juridique qui nous permette d'aller rechercher leurs responsabilités. Bruno Retailleau, on quitte l'Occitanie, on dit au revoir à Ludovic Brimboeuf via Occitanie, qui était en duplex en direct. On part dans le Nord maintenant, c'est Jean-Michel Lobry qui vous attend, c'est le PDG de WEO, la chaîne du groupe de La Voix du Nord, grande chaîne TNT sur place. Allez-y Jean-Michel, Bruno Retailleau vous écoute. Oui, bonjour monsieur. Dans les débats que nous animons, il y a deux points forts qui sont exprimés. Beaucoup de propositions sur la justice sociale et beaucoup de propositions sur les services publics de proximité. Hier soir à Denain, 200 personnes, j'ai relevé 11 propositions sur des meilleurs transports publics, un meilleur service de santé, une meilleure sécurité. Et je mets en regard cette expression du programme de François Fillon pour les présidentielles à l'époque que vous portiez, où il y avait une proposition de supprimer tout de suite 500 000 emplois dans les services publics. Ce contexte vous fait-il revenir sur cette posture ? Pas du tout. Je pense que le pouvoir d'achat, c'est le trop-plein d'impôts. En France, vous savez que sur les 28 pays européens, nous avons le niveau de dépenses publiques le plus élevé, niveau de masse salariale pour l'emploi public le plus élevé. Est-ce que nous avons de meilleurs services publics ? Non. Non, il y a des trains qui n'arrivent pas à l'heure, il y a un problème de désertification de la poste, etc. dans nos territoires. Moi, je pense qu'il ne faut pas confondre les choses. Si on veut demain rendre du pouvoir d'achat, c'est-à-dire baisser les impôts, il faut baisser la dépense publique. Je pense qu'au niveau des administrations centrales, il y a beaucoup trop de postes encore. Et moi, j'ai vécu beaucoup de doublons au niveau des départements, au niveau des régions, où lorsque, par exemple, une région s'occupe, par exemple, d'aide aux PME, je ne vois pas pourquoi l'État doublonnerait. Donc, je pense que, de ce point de vue-là, il y a à peu près 4 à 5 milliards d'économies à faire. Est-ce que ça veut dire qu'il faut déserter les territoires ? Non. Moi, je pense que les territoires, ils veulent d'abord une médecine de proximité. Parce que le soin, la santé, c'est vraiment ce qui constitue pour les uns et les autres une sorte de service au public premier. Et malheureusement, je ne vois pas dans la proposition qu'a fait Agnès Buzyn hier des pistes sérieuses, franchement, pour qu'on puisse améliorer la situation dans les déserts médicaux. Deuxième chose, je pense que, et vous voyez que là, ce n'est pas du service public, c'est-à-dire en termes de fonctionnaires, c'est autre chose. Deuxième élément, par exemple, la téléphonie mobile. Moi, je suis dans un territoire où j'ai dans ma région plus de 200 zones blanches. C'est insupportable. Les villes, on parle désormais d'une expérience à Bordeaux de la 5G. Et nous, on n'a même pas, je veux dire que le téléphone, la 2G ne passe même pas. Et vous voyez que ça, ce n'est pas une question non plus de fonctionnaires. Alors, bien sûr, il faut des instituteurs. Et j'observe que pendant que le grand débat se déroule, il y a des classes qui continuent de fermer en territoire rural. Donc je pense que demain, on pourra faire des économies en termes de postes dans la fonction publique, mais tout en garantissant un certain nombre de services au public,
pas uniquement d'ailleurs sous forme de fonctionnaires, si j'ose dire, sous forme de monopole public. Jean-Michel Aubry, merci pour WEO dans le Nord d'avoir été en duplex et en direct avec nous. Vous parliez de François Fillon. Force républicaine va être associée au grand débat national quelque part ou pas ? Écoutez, j'étais hier, vous savez, nous on continue de débattre, on organise un mercredi par mois sur un grand thème avec 2 grands témoins, comment dirais-je, un débat, et il est retransmis sur 110 ateliers partout en France, et on organise une remontée à partir de questionnaires, et on le fait bien avant d'ailleurs les Gilets jaunes. Je pense que c'est extrêmement important de participer. À François Fillon, à la tête. Bruno Retailleau, à l'instant, Olivier Dussopt, secrétaire d'État, revient sur la taxe carbone. Ça fait 2 jours qu'on parle d'un possible retour de la taxe carbone, avec une tribune qui a été signée par plus de 80 parlementaires. Il dit que c'est pourquoi pas envisager ce retour d'ici 2020. Ça vous paraît aberrant ? Alors, ils sont habités, la majorité actuellement En Marche, Olivier Dussopt et d'autres ont une forme de taxomanie. C'est terrible, le salut par l'impôt. On est le pays avec la plus forte dépense publique du monde occidental, le pays où il y a le plus d'impôts, on croule sous les impôts et on en remet chaque jour, chaque semaine. C'était M. Darmanin avec les niches fiscales. Est-ce que vous savez qu'il y a 35 milliards d'euros qui viennent de la fiscalité sur les énergies fossiles. 35 milliards. Donc là aussi, faisons des économies pour pouvoir avoir un programme, un grand programme au niveau des territoires, mais pas seulement aussi de la recherche, pour la transition énergétique. Donc, stop aux taxes et stop à l'impôt. Notre salut, le salut de la France ne passe pas par l'impôt. Une fois pour toutes. Vous êtes le président du groupe Les Républicains au Sénat. Merci d'avoir été notre invité.